Bonjour. Nous sommes arrivés à la 5e lecture et on est en train de se diriger maintenant. Je voudrais juste vous donner juste un contexte. Donc vous vous rappelez, on avait parlé au début des problèmes de l'innovation biomédicale, des tendances actuelles. Ensuite, on a discuté des comparaisons internationales et le concept, en fait, de regarder les comparaisons internationales en fonction des inputs, c'est-à-dire ce qu'on met dans les ressources de recherche et de développement. On avait comparé cela au niveau mondial, c'est-à-dire augmentation en fait réelle des dépenses de recherche et de développement. Ensuite des outputs, c'est-à-dire les mesures intermédiaires de l'efficacité de ces inputs, c'est-à-dire ce qu'on met et ce qu'on en retire. On avait vu les publications, on avait vu les brevets. Dans les brevets, on avait fait une différence entre les brevets à haute valeur, et c'était en fait une sélection technique qui était basée sur les brevets qui étaient déposés dans toutes les régions du monde. C'est en général comme ça qu'on arrive à identifier les brevets à haute valeur. Et ensuite, on avait parlé de la connexion entre la formation du capital humain, c'est-à-dire pratiquement un triplement du nombre de gens capables de s'engager dans la recherche et le développement, d'à peu près 75 millions d'individus il y a une quinzaine d'années, à 200 millions cette année, 194 millions. On avait vu l'évolution en fait du pôle asiatique qui avait augmenté énormément avec 1,4 million de chercheurs dans le pôle européen, 1,4 million de chercheurs dans le pôle États-Unis, Amérique du Nord, 1,4 million de chercheurs en Chine, plus 700 000 au Japon, donc un monde qui est en train d'évoluer avec 3 grands pôles de recherche et de développement. Le reste du monde caractérisé surtout ce qu'on appelle les BRIC countries, c'est-à-dire le Brésil en fait, dans les autres pays, l'Afrique du Sud et d'autres pays. Mais en fait, la grande distinction, c'était le fait qu'il y avait une connexion directe entre la formation, donc non seulement universitaire, non seulement au niveau des doctorants, mais surtout au niveau des chercheurs. Donc il y avait une translation chercheur, et dans la recherche, je vous rappelez, on avait différencié science et engineering, et qu'en fait, il fallait une balance, un équilibre des investissements pour pouvoir réaliser les bénéfices des avancées scientifiques. Donc la connaissance se transmet. Je vous avais donné des exemples maintenant institutionnels. Donc quelles sont les stratégies d'allocation de ressources au niveau des États et comment ces ressources-là étaient distribuées, les problèmes que ça posait avec les grands pôles de décision, en fait, centralisés, décentralisés, intégrés complètement comme un système gouvernemental ou un système complètement privé, la balance entre les deux, la balance ou l'équilibre entre les stratégies qui sont dirigées, c'est-à-dire ciblées, les stratégies non ciblées, en général l'évolution assez convergente au cours des 20 dernières années de toutes les politiques de développement avec des variations bien sûr de pays à pays. Et donc les principes convergents, c'était une notion maintenant assez généralisée à travers le monde, une convergence vers la bonne gestion, si vous voulez, des ressources en recherche et développement, avec des principes qui, d'après moi, sont opérationnels. C'est-à-dire qu'il faut séparer donc, le financement de l'exécution des programmes de recherche. Dans les programmes d'innovation, il faut essayer de toujours avoir une check and balance, c'est-à-dire des pôles de tension entre le financement, l'exécution des programmes et l'évaluation des programmes, donc un triptyque, qu'il fallait absolument garder cette manière de garder la vitalité de ces systèmes par des systèmes d'évaluation indépendants et crédibles. En fait, il fallait aussi, on se rend compte que les systèmes qui marchent sont les systèmes où il y a une autonomie de plus en plus grande, avec le moins de problèmes administratifs, mais avec bien sûr des revues temporaires. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir du micromanagement, on fait du macromanagement. On dit projet X, équipe Z, priorité A, on donne un aliquot de ressources
et on essaie de se retirer, de dire que la créativité se passe. Ensuite, je vais montrer le déséquilibre qui existe en fait entre les systèmes et la période productive en fait d'un scientifique. Donc, il faut bien tabler, s'arranger pour non pas que l'individu s'adapte au système, mais que le système s'adapte à l'individu et essayer d'avoir une notion plus moderne de la gestion des ressources humaines quand il s'agit d'activités de recherche et développement. On ne peut pas gérer des activités de recherche et développement du point de vue ressources humaines comme on gère une autre activité économique, une activité de service, une activité où il y a une reproduction des activités, c'est-à-dire une diffusion des activités. Donc, séparer la gestion des ressources humaines dans ce qu'on appelle les activités créatrices des activités de diffusion, d'expansion, de mise à l'échelle. Ce sont deux choses différentes. Et c'est seulement depuis les années 90, 95 à peu près, qu'il y a une nouvelle école. Et donc, je vous réfère aux textes qui ont été écrits là-dessus. Il y a une nouvelle école de pensée sur la gestion des ressources humaines dans une économie de connaissances, qui sont très, très différentes des processus traditionnels. Pourquoi ? Parce que les processus traditionnels sont pratiquement émergés tous de la révolution industrielle et de la révolution manufacturière. Donc, processus très réglé, très rigide pratiquement, où on essaie justement de gérer les ressources humaines depuis l'époque de Taylor dans les années 1910, avec tous les processus de chaîne de production et tout ça. Et ces systèmes-là se sont pratiquement imposés comme système uniforme de gestion des ressources humaines. Dans les années 80, milieu des années 90, il y a toute une école qui est sortie, qui s'est rendue compte qu'en fait, les systèmes de gestion des ressources humaines n'étaient pas plus adaptés à la création d'innovation. Donc, essayer de dynamiser les systèmes d'emploi, des systèmes de pension, pour pouvoir fournir deux choses essentielles, la flexibilité et la mobilité, pour que le système s'adapte aux besoins de l'innovation plutôt que l'innovation s'adapte aux besoins du système. Et donc, différence fondamentale entre pays. On se demande pourquoi les ressources sont mises et la productivité n'est pas parallèle. Il est souvent observé que c'est la rigidité des systèmes qui impose en fait un manque de relations transverses, un manque de connectivité, un manque de mobilité, un manque d'adaptabilité qui sont la cause de cette perte de productivité. Ce que je voudrais faire aujourd'hui, donc, c'est, après avoir parlé hier des systèmes en général générés par un gouvernement, par une société qui se met d'accord avec son système politique, maintenant je voudrais parler de l'autre côté, c'est-à-dire quelles sont les institutions qui sont nécessaires et comment elles s'organisent pour justement créer un ensemble effectif de recherche, développement et d'innovation, bien sûr. Rappelez-vous la définition. L'innovation, pour moi, c'est la mise en pratique sur la base de connaissances, de nouvelles données, de nouvelles conceptions, mais c'est relié à la mise en pratique. C'est-à-dire que ce ne sont pas seulement des connaissances théoriques, ce sont des connaissances théoriques qui se mettent en pratique, qui se diffusent ensuite. Une innovation qui réussit, c'est une innovation qui se diffuse et qui rend un service à l'humanité. Or, il se trouve que du point de vue des activités économiques, des activités culturelles, des activités scientifiques, les dernières 50 années ont été remarquables. Il y a eu plus de création de valeurs économiques, d'avancées technologiques dans les 50 dernières années, de valeurs à tous les niveaux, qu'il y en a eu dans les 20 000 dernières années du point de vue de l'innovation et de la technologie. Pourquoi ? C'est très simple, 50% de l'économie actuelle est en fait tracée à des avancées qui ont existé depuis 50 ans. Donc c'est une manière de voir un peu différente. Donc je vais vous parler maintenant d'exemples spécifiques. C'est-à-dire que je pense qu'il faut toujours revenir au cas d'espèce, c'est-à-dire ne pas généraliser du point de vue de l'orthodoxie, de la pensée, de la gestion de la science. Il faut toujours revenir au case study, aux études de cas. Et les cas que j'ai choisis sont des cas que je connais personnellement, mais ce sont des cas aussi révélateurs et qui contiennent en eux-mêmes des leçons importantes
pour tous ceux qui s'intéressent à l'innovation technologique. Donc les modèles institutionnels des sciences et de l'innovation, c'est un peu le sujet de la conférence d'aujourd'hui. Et je vais vous parler d'exemples vraiment particuliers, bien connus, mais d'essayer d'extraire de ces exemples-là quels sont les éléments essentiels qui ont fait le succès de ces éléments-là. Et par définition, donc, en comprenant ces succès, on peut comprendre ce qui ne marche pas. Donc je vais vous prendre l'exemple d'abord du MIT, le Massachusetts Institute of Technology, qui, d'après moi et d'après beaucoup d'experts dans le domaine, est considéré vraiment comme l'innovateur essentiel sur le nouveau système de recherche et d'innovation. Je vais vous dire pourquoi. En 1861, le premier président de MIT, qui a créé en fait le fondateur de MIT, c'était un individu qui s'appelait William Barton Rogers. Donc il va au Parlement de l'État du Massachusetts, et puis il leur dit, écoutez, les États-Unis sont en période de croissance économique basée principalement sur les matières premières, sur l'agriculture et l'ouverture du pays avec les railroads, les chemins de fer. Donc en 1861, il a cette idée, il dit, mais ce qui va être important pour la suite, c'est justement de connecter les outils de connaissance aux outils de production, c'est-à-dire d'avoir une institution qui fasse le pont entre les deux. Et lui, il avait cette idée absolument incroyable de dire il faudrait connecter nos institutions d'éducation aux activités économiques de l'époque et les enrichir. C'était en 1861, je peux vous dire que c'était une notion révolutionnaire qui était complètement à l'opposé de la tour d'ivoire de Harvard, qui ne voulait pas se salir et qui ne voulait pas avoir affaire justement à des contraintes prosaïques, si vous voulez, dans l'idée des leaders de l'université à cette époque-là. Donc il crée ça à Boston, à côté de Harvard, qui était quand même l'université la plus dominante. Il crée ça quand même à Boston. Il ne s'est pas éloigné ailleurs pour le créer. Et donc, il dit que l'essentiel, c'était d'enseigner la science et l'engineering, mais pas de l'enseigner de manière théorique, de l'enseigner de manière pratique. C'est-à-dire qu'il encourageait ces hands-on activities. Ce que je vous écris là, si vous allez sur le site de MIT, c'est la première phrase qui sort dans le site de MIT, c'est celle-là. C'est-à-dire que l'idée fondamentale, c'était d'enseigner la science, d'enseigner la pratique, la mise en réduction en pratique de la science, mais pas comme un domaine théorique, un domaine ce qu'on appelle hands-on, c'est-à-dire avec les mains dans la machine. Et c'est lui qui a essentiellement donné ce modèle de innovation machine, c'est-à-dire une machine d'innovation. Et comment ça se réalisait? C'est qu'en fait, il n'avait pas les fonds, donc il avait eu des fonds philanthropiques, il avait eu quelques fonds de l'État du Massachusetts. À l'époque, il n'y avait pas d'agence de financement de la recherche, et surtout, des fonds industriels. Alors, ce qui s'était passé, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, il y avait toujours cette séparation. Les universités n'étaient pas des universités de recherche, c'était des universités d'enseignement pratique. Et donc, souvent, on avait remarqué que certaines avancées avaient été développées en collaboration. Par exemple, le télégraphe, qui a donné à l'époque naissance à tout système de communication, avait été développé dans une collaboration avec un physicien de Princeton et Morse. Le code Morse et toute la technologie de... Et donc cette leçon avait un peu diffusé. Et donc il dit, bon, moi je vais permettre à mes professeurs de travailler avec l'industrie. Donc il donne une loi, il dit, pour pouvoir fournir aux étudiants un environnement où ils peuvent pratiquer leurs connaissances et leur créativité, il permet aux professeurs de consulter avec l'industrie. C'est la première fois, en fait, qu'il y avait eu un système systématique de consultation, d'interaction entre l'université et l'industrie. MIT, bien sûr, dans les années 1860, c'était une petite école. Mais ce qui était important, c'est que MIT sélectionnait ses étudiants à travers tout le pays. C'est-à-dire, on ne venait pas de MIT parce qu'on était du quartier, on venait à MIT parce qu'on était sélectionné par les professeurs du MIT.
alors l'impact, est vraiment on peut le tracer. Hein. C'est-à-dire quand on regarde comment se sont développés les centres d'innovation, on remarque qu'il y a eu quand même une paternité du MIT. Pourquoi ? En 1930, Stanford University, donc une nouvelle université qui était créée justement dans un nouvel État, la Californie, donc Leland Stanford, qui était un homme assez fortuné, donne sa fortune, donne une propriété pour créer justement l'université de Stanford en Californie, mais il recrute Fred Terman. Alors Fred Terman, c'était le doyen d'engineering au MIT. Il le prend, il le recrute donc pour Stanford. Ils le mettent comme président, je crois, ou provost de Stanford. Et donc tout de suite, il copie le système MIT. Donc ouverture, combinaison de la science, l'éducation et la mise en pratique, les trois, le triptyque. Et tout de suite, dans les années 30, il aide à établir deux start-up, le Fairchild Industries, qui est devenu ensuite, qui existe encore d'ailleurs dans ses formes, qui est la première industrie d'électronique en fait, et Hewlett-Packard, deux étudiants, deux jeunes assistants professeurs qui voulaient créer une compagnie. Il les encourage, il leur dit écoutez, vous allez dans votre garage. Ils faisaient des petits systèmes justement pour Fairchild Industries, et c'est la création de ces deux entités qui a en fait été les points de cristallisation de toute l'histoire de la Silicon Valley. Et on reviendra sur cette notion d'accumulation d'innovation dans un endroit particulier. Et c'est la tradition, bien sûr, ce qu'on appelle garage enterprise, c'est-à-dire des entreprises qui naissent dans un garage. Alors, c'est l'idée de, par exemple, vous écoutez ça, c'est ce qu'on appelle la culture et tout l'environnement d'histoire et de prestige et de perception un peu aventurière de l'innovation qui est créée autour de cette notion d'un étudiant qui quitte les cours, qui va dans un garage, qui se met dans un... Alors ça, c'est l'histoire de Apple avec Steve Jobs et Wozniak qui vont dans un garage, qui créent le premier computer personnel. C'est l'histoire de Bill Gates qui quitte les cours à Harvard et qui va travailler avec un médecin d'ailleurs. Parce que Bill Gates, sa première entreprise, c'était pas... Il travaillait pour un médecin qui avait eu l'idée justement de créer des systèmes d'informatique pour la médecine. Donc il travaille pendant 2-3 ans, il crée le code, il se bagarre et puis il crée Microsoft. Donc cette notion un peu rebelle de la création d'innovation, de centres d'innovation, de nouvelles entreprises, de nouvelles composantes, si vous voulez, de cet ensemble, de cette machine d'innovation, il y a toujours un peu cette idée d'exploration, cette idée de pioneering, cette idée d'aventure, cette idée de rébellion, qui est encouragée en fait et pas découragée. C'est la même chose avec Google. Page et Brin sont deux étudiants qui étaient à Stanford. Alors on a cette histoire du point de vue de l'épique de ce genre d'entreprise, mais la réalité c'est qu'ils étaient très encouragés par leurs professeurs à Stanford. La plupart de leurs algorithmes ont été développés à l'intérieur de Stanford. C'est ensuite connexion avec justement les professeurs, le réseau des professeurs, et ensuite une compagnie de capital venture, c'est-à-dire de capital Kleiner Perkins, qui est connu, qui a développé énormément de compagnies, qu'en fait il crée Google. Et donc il y a un peu toute cette systématique de ce qu'on appelle le garage enterprise, qui se crée autour de Stanford, mais qui avait déjà été créé au MIT. Alors quand on voit l'impact du MIT après les années 30, c'était quoi ? C'est que pendant la Deuxième Guerre mondiale, la collaboration entre les universités et le gouvernement commence à une échelle qui n'avait jamais été possible avant. Donc ça, c'était la deuxième montée en puissance de cette relation entre ce que j'ai dit hier, c'est-à-dire l'intervention des gouvernements, la prise de conscience du point de vue stratégique de la recherche et du développement, qui ensuite fait un groupe de travail autour du président des États-Unis, qui était dirigé par Vannevar Bush. Vannevar Bush, c'était qui ? C'était le doyen de l'école d'engineering de MIT, comme Fred Terman, c'était le successeur en fait. Et donc il organise les présidents des universités, donc il y avait
président de l'Université de Chicago, là où il y avait Enrico Fermi, qui travaille ensuite avec le gouvernement pour diriger le processus du projet de Manhattan, l'Université Columbia, l'Université de Harvard, et Carl Compton, qui est président de l'Université du MIT. Et c'est eux, comme je vous l'ai dit, c'est surtout Vannevar Bush qui crée une commission en 1944, vers la fin de la guerre mondiale, en disant il ne faut pas perdre cette synergie qui a été créée pendant la guerre et comment arriver à la continuer. D'où l'idée de création, comme je vous avais dit, de la Fondation nationale des sciences et le NIH. Mais ce qui s'est passé après, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne connaissent pas, c'est que Dr. Compton s'était rendu compte, en fait, que bon, c'était très bien d'avoir une institution comme le MIT. Et à l'époque, Harvard avait déjà bougé dans cette direction. Mais de dire, bon, mes professeurs, ils font du consulting, ils sont en train de travailler, mais enfin, de faire du consulting, ça veut dire faire du consulting avec une entité qui existe déjà. Vous voyez? Mais quand un professeur a une idée nouvelle, et il n'y a pas de correspondant dans l'industrie, comment on fait? Donc il s'est posé la question, il a dit, en fait, nous étions, pendant les 60 ans de leur existence, un point de support pour des choses qui existaient, mais comment devient-on un point de création où, en fait, il n'y a pas de consultation possible, parce que si moi je parle des lasers et il n'y a pas de compagnie de laser, je ne peux pas parler à une compagnie de laser. Si je veux créer un nouveau système d'ordinateur, en dehors de travailler avec IBM, qui était à l'époque, qui n'était pas IBM, qu'est-ce que je fais? Donc les professeurs se sont mis à réfléchir, à dire comment justement entrer dans de nouveaux champs d'application. Et à ce moment-là, bien sûr, il n'y avait pas encore la Fondation des sciences, elle venait juste d'être créée, le NIH venait d'être créé. Il parle aux banquiers de Boston. Boston, c'est quand même un centre économique assez puissant. Les plus grandes banques des États-Unis étaient localisées là-bas. Et surtout, il y avait les fonds de pension, les fonds de retraite. Et donc, il va à ce qu'on appelle le Street Bank, parce que c'est une rue qui s'appelle comme ça. Et il va les voir et puis il leur dit, voilà, pourquoi ne pas créer une petite partie de votre capital, le mettre dans un fonds spécial de stimulation de nouvelles startups, de venture capital. Donc, quand on parle aujourd'hui des venture capital, ce qui m'étonne, c'est que les gens ont oublié que la genèse du venture capital, c'était une genèse universitaire, en fait. C'était sorti de l'université, ce n'était pas sorti de la banque. Ce n'est pas les banquiers qui sont venus avec cette idée, ce sont les universitaires. Et c'était MIT même. Donc, Carl Compton forme le premier fonds dans l'histoire moderne de capital, de venture capital. Bon, nous avons vu que les monarques dans l'histoire, les Médicis, l'empereur de Russie, qui a supporté beaucoup d'activités, l'ont fait, mais à titre privé. Il n'y avait pas un but de création d'entreprise. Ça, c'est le premier fonds où il y a un but de création d'entreprise, d'entreprise innovatrice. Hein. Et le premier start-up, un des premiers start-up qu'ils font, c'est ce qu'on appelle Digital Equipment Corporation, DEC, bon, qui a disparu maintenant, mais si vous vous souvenez, il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, les systèmes DEC, c'était des systèmes dominants. Donc, des années 50 aux années pratiquement 90, cette compagnie-là a pratiquement dominé, avec IBM qui dominait les grands systèmes, DEC dominait les systèmes intermédiaires, donc toutes les compagnies moyennes utilisaient des systèmes DEC. Succès énorme. Et c'est ce succès-là qui a ensuite convaincu beaucoup d'autres de créer des fonds de support, justement, de ces activités créatrices. Et donc, cette première corporation nouvelle qui n'existait pas avant. Donc, phase 1, on consulte, on agit, on s'aide, on s'entraide, on collabore. Phase 2, on crée. Et quand ils ont créé ce genre d'entreprise, au lieu de consulter avec, par exemple, les industries d'acier à Pittsburgh ou les industries automobiles à Detroit, tout d'un coup, on se retrouve à Boston, qui n'avait aucune tradition technologique, avec une compagnie, Digital Equipment, qui a bien sûr besoin de ces ingénieurs, qui a besoin de petites compagnies qui leur fournissent les composants, si vous voulez. Donc, il y a toute une industrie de plastique qui se développe autour, et ainsi de suite. Ça crée un noyau de cristallisation.
comme il y a eu Hewlett-Packard et Fairchild aux côtés de Stanford, c'est ce qui se crée à côté de Boston et qui donne ensuite naissance à ce qu'on appelle le cluster, l'essaim de la route 128, qui est la route qui est à côté de Boston, et souvent générée par justement cet échange entre universités, systèmes privés de capital, les fonds d'État et les universitaires eux-mêmes qui pouvaient aller de donner un cours le matin, travailler dans leur labo l'après-midi, être consultant le lendemain, partir pendant 3-4 ans, créer une compagnie, revenir, et cela dans un fonds d'excellence. Un fonds d'excellence caractérisé par le fait que le MIT, il y a eu 61 prix Nobel qui ont été formés ou au MIT pendant qu'ils recevaient leur prix Nobel. Donc, science de base, science solide, qualité, mais qualité qui se transmet à travers le système éducatif donc, qui crée la nouvelle génération, cette nouvelle génération qui s'implante ensuite autour et qui crée en fait un foyer avec une masse critique. Donc ça, c'est l'exemple du MIT. Je vous donne l'exemple que je connais, que j'adore, c'est l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur, ça a été créé par Louis Pasteur sur la base d'une campagne philanthropique. D'ailleurs, l'empereur de Russie avait beaucoup supporté la création de l'Institut Pasteur. C'était le premier institut qui poussait le concept de science, nouvelle science émergente, la science des germes, et cette recherche et cette éducation dans un ensemble commun avec une application pratique. Et lui, enfin moi, ce qui est extraordinaire, c'était que dès le début, il y avait une base internationale à l'activité de l'Institut Pasteur. Et donc avec Charles Mérieux, il crée la première base industrielle des vaccins dans le monde, dans l'histoire du monde. Ça n'a jamais existé avant, et ça existe encore. Et bien sûr, basé sur une excellence qui a commencé dès le début, avec cet attachement, c'est-à-dire cette passion pour l'excellence, pas de compromis sur la qualité du travail, la qualité des individus, et bien sûr qui est récompensé, c'est quand même 10 prix Nobel directement liés au travail de l'Institut. Je vais vous donner un autre exemple. Alors ça, c'est pour vous montrer la convergence, et c'est un nom que je connais bien, c'est l'université Johns Hopkins, qui est caractérisée aux États-Unis comme la première université complètement dédiée à la recherche postgraduée. Et ça, c'était un concept qui n'existait pas. À l'époque, aux États-Unis, il existait en Allemagne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Johns Hopkins, et avec un S, c'est pas John Hopkins, c'est Johns Hopkins. Je vais vous dire une histoire un peu marrante parce qu'aux États-Unis, il n'y a personne qui arrive à se rappeler que c'est Johns Hopkins. Alors, ils disent toujours John Hopkins. Et on sait que la personne ne connaît pas Johns Hopkins, et elle dit John Hopkins. Et donc, il y avait un professeur qui vient et puis qui arrive de l'université de Pittsburgh et qui vient, qui donne un cours à l'amphithéâtre. Il dit « Je suis très content d'être ici à l'université John Hopkins ». Bon, tout le monde dans l'amphithéâtre à Hopkins rigolait. Et puis, il y a le professeur qui l'avait reçu. Il lui dit « Je suis très content de recevoir notre admis de l'université de Pittsburgh ». Et je lui dis « Non, c'est Pittsburgh ». Il dit « Oui, c'est Johns Hopkins ». Bon. En fait, c'est une histoire intéressante parce que ça montre ensuite la connexion, si vous voulez, de visionnaires. Alors, Johns Hopkins, c'était un marchand. C'était un marchand, c'était un Quaker. Et là, dans la confrérie des Quakers, ils ont refusé l'esclavage dès le début du 19e siècle. Donc, lui était, en fait, son père avait une grande plantation, et à l'époque, on ne pouvait pas vraiment avoir des plantations productives sans avoir des esclaves. Et donc, décision de morale, d'éthique, il décide d'abolir justement l'esclavage, donc ruine de la plantation. Son père était ruiné, l'envoie chez son oncle. Son oncle était marchand de grains, enfin faisait du commerce à Baltimore. Baltimore, c'était quand même la 3e ville des États-Unis à l'époque. C'était le point d'échange international. Donc, il devient marchand avec son oncle et il commence à faire du commerce, il s'enrichit et il investit dans deux choses. Il investit dans les railroads, les chemins de fer, et il investit dans les banques. Donc, croissance économique extraordinaire, c'est un peu comme en Chine maintenant, croissance de 15% par an économique, donc il devient énormément riche. Il tombe amoureux de sa cousine, qui était la fille de son oncle,
Bien sûr, pas possible de se marier. Et elle ne se marie pas et il ne se marie pas. Donc un amour jamais assouvi. Il devient un des hommes les plus riches des États-Unis, avec une fortune qui est maintenant l'équivalent de peut-être 5 ou 6 milliards de dollars. Et donc il décide de donner cette fortune à une idée fondamentale, de créer une université et un hôpital, avec une fac de médecine. Complètement out of the blue, hein, complètement nouvelle. Et il nomme un petit groupe de penseurs, et il leur demande, en tant que trustees, c'est-à-dire des hommes de confiance, d'étudier les meilleurs modèles d'universités de recherche dans le monde. Donc il dit, je vais donner toute ma fortune, c'était de son vivant, il dit, je vais donner toute ma fortune à cette université, à cet hôpital. Et l'hôpital était basé sur la notion d'accès complètement indiscriminatoire, c'est-à-dire pas de religion, pas de discrimination religieuse, raciale ou quoi que ce soit. Donc une idée assez noble. Et donc son groupe d'advisors, de conseillers, étudie les systèmes et reviennent en lui disant, écoute, si tu veux vraiment faire quelque chose de différent, qui n'existe pas, ne fais pas une université où tu prends les étudiants au niveau du lycée, mais fais une université de recherche. Ou alors on prend que des PhD, des doctorants ou des post-doctorants qui travaillent avec des professeurs. C'était le système qui avait été créé en Allemagne, en fait. Donc le système où on apprenait sur le tas avec un professeur pendant qu'on se formait. On faisait aussi de la recherche et on essayait de la réduire, bien sûr, en pratique. L'idée de Siemens, par exemple, c'est comme ça que la compagnie Siemens s'était créée en Allemagne. Donc, ils ont été inspirés par ce modèle, ils créent cette institution. Et bien sûr, une des caractéristiques de l'institution, c'était de dire recherche est essentielle, mais toujours connectée à l'éducation. Pas de séparation. Et dans les domaines nécessaires, connecter ça à la pratique. Donc, ils recrutent à ce moment-là le premier président de cette université, Gilman, qui était en fait recruté, lui, à l'Université de Californie, une université d'État, où il voulait appliquer ces nouvelles méthodes d'éducation, ces nouvelles méthodes d'enseignement connectées à la recherche. Alors qu'avant, à l'époque, il y avait l'éducation, c'était quelque chose, et la recherche, c'était autre chose. Et donc, ils essaient de combiner les deux, et ce premier président recrute internationalement des gens d'une qualité extraordinaire, et surtout Henry Welch, qui était le premier doyen de la fac de médecine. Alors, c'est lui qui recrute Osler, qui recrute Kelly, qui recrute Flexner, enfin, c'est lui, d'ailleurs, j'avais dit dans ma lecture, Osler qui apporte les méthodes de Laennec, qui les importe aux États-Unis à travers son enseignement. Et donc, il crée un modèle, ce qu'on appelle le Hopkins Model, où, côte à côte, l'ensemble de l'hôpital était construit de telle manière que les laboratoires de recherche étaient à côté des étages de malades, et que l'éducation se faisait à l'intérieur même de l'hôpital. Se faisait pas il y avait des cours de base avec les laboratoires, donc les étudiants allaient dans les laboratoires de pathologie, de microbiologie, et ils avaient leur rôle sur les malades, et c'est ce qu'on appelle le système d'internat et de résidence. C'est-à-dire que si vous allez là-bas, jusqu'à aujourd'hui, l'architecture représente en fait cette notion de combinaison de ce qu'on appelle les trois missions: la mission recherche, la mission éducation, la mission pratique. Et c'était la première université à faire ça, à l'époque, la première idée de combiner les trois. Comme au MIT, combiner la science, l'engineering et la pratique de l'engineering. Ici, on combine la science, la pratique médicale et l'éducation médicale. Et tout de suite, ce système-là devient très, très influent aux États-Unis. Et ça devient le modèle US en 1912. Le Congrès, d'ailleurs, mandate que le système d'éducation internat-résidence soit adopté et ferme pratiquement 160 écoles. Il y avait 260 écoles de médecine aux États-Unis à l'époque, avec des qualités très différentes. Et bien sûr, c'était l'enseignement qui était l'enseignement, sans recherche, sans autre. Et donc, ça devient le modèle. Depuis, bien sûr, ça a toujours été considéré en médecine comme une université de pointe. Il y a eu 35 prix Nobel qui ont été formés ou alors qui ont eu le prix Nobel là-bas. Toujours donc ce qu'on appelle
la recherche de l'excellence sans compromis. Et surtout, ce qui a été intéressant, c'est que ça a inspiré la création d'autres universités de recherche. En fait, c'était l'exemple qui a été suivi. Donc, Rockefeller, qui voulait donner sa fortune, créer la Rockefeller Foundation et créer l'université Rockefeller, qui est encore active à New York. Mais surtout, il y avait cette notion d'internationalisme. C'est-à-dire la première école de santé publique, Hopkins, c'était une époque qui s'était inspirée de Pasteur. Et qui s'était inspirée de Pasteur dans l'idée de dire la recherche doit être mondiale. Pourquoi ? Parce que les maladies sont différentes. Et donc, il crée ce qu'on appelle le Peking Union Medical College en 1914, si je 12-14, à Pékin, avec les fonds de l'université de Rockefeller. Il crée cette université et elle existe toujours. Elle existe toujours. Vous allez à Pékin maintenant, à Beijing maintenant, vous trouvez le PUMC qui a ses origines en fait dans cette connexion entre Henry Welsh, Hopkins et Rockefeller. Donc voilà cet exemple. Quelles sont les caractéristiques donc, je voudrais partager avec vous? C'est-à-dire quand on voit ces exemples, il y en a beaucoup d'autres. Hein. Et ce qu'on retrouve, c'est les choses suivantes. Un, c'est que pour créer une entité qui arrive à cristalliser un groupe innovateur, il faut d'abord un fondateur visionnaire et passionné, un Pasteur, un Rogers, ou un groupe de fondateurs qui sont absolument passionnés. Ils ont une passion pour l'excellence, mais c'est une passion qui se réalise à la jonction de la recherche des connaissances avec une excellence extraordinaire, donc les prix Nobel, les reconnaissances des sciences de base, l'éducation, donc mixing, le mélange, si vous voulez, des nouvelles générations et leur éducation avec leurs activités, leur passion pour la recherche et la pratique. C'est là où on voit les caractéristiques d'un système qui marche. Ce sont toujours des idées qui ne sont pas conventionnelles au moment de leur création. L'idée Pasteur, ce n'était pas conventionnel. L'idée Johns Hopkins, ce n'était pas conventionnel. Et l'idée MIT, encore moins. Donc, il y a quand même un côté nouveau dans cette création d'institutions. Mais surtout, ils comprennent tout de suite qu'on ne peut pas évoluer dans le vide. Et donc, on crée un écosystème d'innovation à travers justement une influence sociale. C'est-à-dire que si on voit Rogers était un lobbyiste extraordinaire. Hein. Il allait au gouverneur de l'État, il allait à l'Assemblée, il avait une manière de communiquer qui était extrêmement puissante, il était convaincant, il s'engageait vis-à-vis de la société, il faisait miroiter les bénéfices de cette approche. Donc un communicateur, donc un influenceur. Les fondateurs ne doivent pas être des gens timides, qui n'ont pas du tout l'intention de convaincre qui que ce soit. Ils ont raison, donc ils n'ont pas besoin de convaincre. Ce n'est pas du tout le cas. Quand on étudie les choses, il y a toujours cette légende qui se crée autour du besoin d'innovation et donc création d'un écosystème. Un écosystème favorable avec, bien sûr, le système politique, le système social, le système culturel, les institutions, banques et autres institutions, et puis une éthique. Il y a surtout le côté éthique qui est important qu'on ne doit pas ignorer. C'est-à-dire que Johns Hopkins n'avait pas fait ça seulement parce que c'était un truc utilitaire, il y avait un truc moral, il y avait un truc éthique qui était important dans toutes les créations de ces entreprises-là. Donc il y a un but plus élevé que les gens eux-mêmes, qu'on reconnaît dans ces grandes institutions qui deviennent les cristaux, les points de cristallisation. Et le point de sélection, donc ce sont des institutions très sélectives qui recrutent the best and brightest, comme on dit, les meilleurs qu'ils puissent trouver, les plus brillants, où qu'ils soient. Donc, vous voyez les recrutements, par exemple, tous les professeurs initiaux de Hopkins, il y en avait 8 sur 10 qui n'étaient pas américains. Donc, ils ont été recrutés en fonction de leur qualité. Et bien sûr, la sélection des étudiants. Alors là, je vais parler de ça parce que je sais que ce n'est pas du tout populaire en France en particulier, mais je crois qu'il faut le dire. Quand on regarde un cluster d'innovation, c'est-à-dire un essaim innovateur dans une région innovatrice, on se rend compte que fondamentalement, c'est un mécanisme d'enrichissement
d'enrichissement du capital humain. Vous voyez? Quand je dis enrichissement, pas enrichissement économique, enrichissement intellectuel. Or, cette institution-là, au centre, ne peut réaliser son rôle que si justement elle attire les meilleurs. Donc, je vais vous donne un exemple. Le MIT, je connais le président du MIT, ils me disent qu'ils avaient sur 1200, ils sont 10 000, à peu près 1000 professeurs, 10 000 étudiants. Hein. En tout et pour, maintenant, c'est peut-être 14 000. Mais pour sélectionner leur classe d'entrée, ils prennent à peu près 1000 étudiants par an. Il y a 20 000 applicants. Il y a 20 000 candidats. Ce sont des candidats qui viennent du monde entier. Alors, je vous donne un exemple. J'ai donné le discours de fin d'année une fois au MIT. Et j'avais dans toute la promotion du MIT, c'était un tiers asiatique, vraiment ce qu'on appelle l'arc-en-ciel. Et il y avait la classe, enfin la promotion c'était en 2004, donc la promotion du cinquantenaire de la promotion. Donc 50 ans après votre promotion, ils vous invitent à une de ces sorties. Donc il y avait la classe de 1954 qui était assise, donc toute la promotion de 1954 qui était assise. Je regarde d'un côté, tout le monde c'était des hommes, pas de femmes. Tous voient ce qu'on appelle New England, quoi, le look de New England, l'aspect. Et puis vous voyez la différence entre les deux, entre la classe actuelle et la classe d'il y a 50 ans. Et vous vous rendez compte de la capacité d'évolution de ces institutions. Elles ne sont pas rigides, elles ne sont pas frozen. Pourquoi? Parce qu'elles vont chercher les capacités les plus compétentes, quelles qu'elles soient, au niveau même du recrutement. Donc, ça permet à l'écosystème autour de cette institution de s'assurer en fait d'une ressource humaine extraordinaire. Harvard, c'est la même chose. Il y a 30 000 étudiants qui viennent pour 1600 postes. Hopkins, c'est la même chose. Il y a 16 000 étudiants qui viennent en bioengineering pour 500 postes. Donc, il y a un mécanisme, c'est comme ce que je disais, c'est le mécanisme d'enrichissement de l'uranium. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réaliser, comme vous l'avez bien vu, on ne peut pas réaliser des projets complexes sans avoir justement des individus capables de réaliser ces objets complexes et d'avoir une culture d'intégration entre recherche, pratique et éducation. Et donc, tout ce système-là, c'est un système d'enrichissement, comme on enrichit l'uranium. C'est une image que je vous donne, quoi. Mais sans avoir ce genre d'institution dans le mix, on ne peut pas réussir. Donc hier, je vous ai parlé des politiques gouvernementales. Ces politiques gouvernementales d'encouragement de la recherche et développement seraient complètement nulles. Elles échouent si elles ne peuvent pas s'appliquer justement à des systèmes enrichissants innovateurs où il y a la possibilité de faire ça. Les deux derniers points, c'est que ces systèmes-là fournissent un très haut degré de liberté, d'autonomie, de flexibilité, de mouvement très très remarquable. Et bien sûr, ils se considèrent comme les dépositaires de l'obligation, la passion de former les générations suivantes. Donc, je vais vous donner un exemple là-dessus, c'est vraiment marquant. C'est un exemple qui m'est arrivé à moi. J'avais fait une demande de subvention au NIH. J'avais reçu un grant pour étudier le cancer de la prostate. Et à Hopkins, il y avait un professeur de chirurgie de renommée mondiale, Patrick Walsh, qui était connu comme étant l'expert de... Et ce que j'avais fait, j'avais ignoré, j'avais oublié d'aller lui demander sa permission pour pouvoir faire des recherches sur la prostate, l'imagerie de la prostate en résonance magnétique. C'était un de mes premiers travaux. Et donc, je me retrouve au bureau du professeur. Il dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu fais des demandes de subventions sans me dire, les malades, tu crois qu'ils vont venir d'où? C'est moi qui commande, c'est moi ceci, c'est moi cela. On a une discussion comme ça. Et puis je lui dis, écoutez, vous m'excusez, je ne savais pas, bon, moi je ne sais rien, je rappelle le NIH, je vais rendre le grant demain. Je vais leur dire, je ne peux pas le faire, je vous le rends. Il me dit, non, tu as mal compris. Tu as mal compris. Ce n'est pas du tout ce que je veux te dire. Ce que je veux te dire, c'est que je veux t'aider, mais tu ne m'as pas demandé. Et donc, il se retrouve en étant pratiquement un des mentors les plus importants de ma carrière. Il dit, non, moi, c'est mon obligation de te former. Je ne savais pas qui tu étais, je ne savais pas que tu pouvais faire ça. Non, je ne t'ai pas appelé pour... Mais en fait, ce que j'ai compris plus tard, c'est que du point de vue culturel,
l'obligation de former la génération montante est une obligation sacrée. C'est-à-dire que si le lendemain, l'histoire était sortie que ce petit jeune assistant prof qui a eu un grand UNH a obligé de le renvoyer parce que le patron de chirurgie n'était pas content, ça aurait été non pas ça aurait été pratiquement un désaveu de la culture de l'institution, vous voyez. Donc, il faut essayer de créer cet engagement vis-à-vis de la génération montante. De leur dire, vous êtes là, on est là à votre service, on essaie de vous aider, parce que c'est ça qui garantit l'existence de cette institution. Donc, je vais vous montrer cette carte, parce que c'est une carte importante, et c'est une carte qui vous dit l'histoire, en fait, de la création, justement, de ces essaims, de ces clusters de créativité, d'innovation, sur la base des principes dont je vous ai parlé. Ça, c'est la carte, chaque étoile représente un groupe de subventions du NIH. Et vous voyez, je vous l'ai déjà montré, vous voyez les concentrations. Hein. Alors, il y a ce cluster, là, je ne sais pas comment on dit cluster en français, c'est essaim. C'est un essaim. Nicolas, c'est quoi le mot? Hein? Une grappe, ouais, voilà. Oui, un réservoir. Mais vous voyez, alors, il y a tout ce cluster de la côte Est qui va de Boston, ça c'est le Massachusetts, voilà le Cape Cod. Vous voyez la densité autour du MIT, Harvard, BU. Alors, si vous allez à Boston, c'est pour ça que je dis que c'est très important d'être dans cet écosystème. Il y a juste en recherche biomédicale 12 000 scientifiques. 12 000 de haut niveau, c'est-à-dire scientifiques principaux. 250 000 chercheurs dans le domaine. Vous multipliez ça avec le domaine informatique, le domaine physique, engineering, tout ça, vous avez pratiquement un demi-million d'individus dans un rayon de 30 km. Avec un tissu économique extraordinaire, il y a plus de 1200 compagnies, start-up dans la région de Boston. Ensuite, vous avez bien sûr New York, Philadelphie, Baltimore, jusqu'à Washington. Ouais, donc ça, c'est le premier cluster. Si vous avez vu la carte des États-Unis il y a 30 ans, les seuls clusters auraient été là. Tout cela n'existait pas, pratiquement. Il y a bien sûr un petit cluster ici à Chicago, et vous en voyez un autre là, à côté de Stanford, c'est la Californie du Sud, Seattle, et quelques petits clusters en Arizona, des nouveaux clusters au Texas. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on a eu ces institutions un peu spéciales, ces situations un peu spéciales d'innovation avec des fondateurs passionnés, on a créé 2-3 pôles. Hein, et ces pôles, au fur et à mesure, comme ils forment la génération suivante, ces pôles essaiment. Donc il y a un essaimage qu'on voit à partir justement de ces pôles initiaux. Alors on en a 1, 2, 3, c'est pas énorme, il n'y en a pas énormément. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que cette notion de création de pôles d'innovation est une notion qui, quand même, s'est répandue les 10-20 dernières années. Tout le monde a commencé à comprendre le mécanisme de cet enrichissement et que ça ne se passait pas partout, qu'il y avait certaines notions, que moi j'analyse comme je les analyse, je partage ça avec vous. Mais ce qui était important, c'est que les États, tout le monde commençait à se dire, tiens, est-ce qu'on peut reproduire ce système? Alors, je vais vous donner un exemple. Aux États-Unis, pas aux États-Unis, dans le monde, il y a 200 biopôles, ce qu'on appelle les biopôles. Hein, c'est des biotech parks, tous les gouverneurs, tous les présidents, tous les ministres dans le monde entier disent, on va reproduire le système Boston, ou le système ici en Europe, par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart du temps, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il manque les éléments essentiels d'un cluster, c'est-à-dire une institution centrale de très haute qualité, engagée dans le triptyque nécessaire. Recherche de base absolument excellente, l'engagement vis-à-vis de l'éducation et donc de la formation du capital humain, et troisièmement, réduction en pratique, c'est-à-dire les mains dans la pâte. Ce sont les 3 composants essentiels. Donc, on faisait des technopoles, et des biopoles, et des génopoles, et on créait des tas de trucs comme ça. On oublie que le résultat final n'est pas la cause essentielle de la création d'un pôle. Vous voyez?
Et ça, c'est l'inverse. C'est-à-dire, c'est clair qu'on ne peut pas avoir 220, la dernière fois on avait compté, 220 biopôles. Il ne va pas en avoir 220 qui vont réussir. Il y en a quelques-uns qui vont réussir, pas d'autres. Donc, cette notion pratiquement de forcer l'innovation dans certains cadres est une bonne idée, parce que c'est effectivement comme ça que ça se fait, mais c'est une bonne idée qui ne se réalise pas toujours, qui échoue souvent, parce qu'elle ignore les éléments fondamentaux de la création de ce genre de pôle de créativité. Deuxièmement, il faut aussi comprendre que l'environnement légal est très important pour justement encourager ces pôles. Donc, le transfert de propriété intellectuelle doit se faire de manière la plus facile possible. En fait, la formation de ces pôles de compétitivité, ce qu'on appelle pôles de compétitivité, mais moi j'appelle ça des pôles de créativité, pas des pôles de compétitivité. En fait, là, cette création a été très encouragée par deux lois fondamentales aux États-Unis. La loi de Bayh-Dole qui disait que toute recherche qui est financée par l'État, qui donne lieu à un brevet, le brevet est possédé par le chercheur ou l'institution qui fait la recherche et non pas par l'État. Alors qu'avant 1984, c'était l'inverse. C'est l'État, donc source publique, qui finance cette recherche et donc toute découverte dans la recherche doit se retrouver dans le domaine public. Or, quand ça se retrouvait dans le domaine public, il n'y avait aucune raison de le développer parce que tout le monde pouvait le faire. Donc, il y avait un retour sur l'investissement qui était négatif. Donc, en changeant cette relation, en bien ou en mal, ça a créé une nouvelle dynamique de transfert de la technologie, justement, du secteur public au secteur privé pour créer, justement, ces entreprises qui est maintenant copiée dans le monde. Et, bien sûr, l'autre phénomène important, c'est la création d'entités légales, les corporations, qui ont une existence légale, qui peuvent permettre justement l'apport l'apport privé, l'apport philanthropique, l'apport commercial dans un domaine, une corporation. C'est-à-dire la loi de corporation est une loi facile à créer et à gérer ces corporations avec un système de loi nécessaire. Donc, vous voyez par exemple, quand on voit la productivité de ce genre de système, je vous avais montré qu'entre 1998 et 2004, j'avais fait une étude sur les 185 institutions de recherche qui représentent 80% peut-être du financement du NIH en recherche biomédicale. Il y avait 3114 nouvelles technologies qui avaient été, on avait essayé de les commercialiser. Ce n'est pas seulement qu'elles ont été créées, ce n'est pas des brevets, ce sont des technologies commercialisées. C'est-à-dire qu'on a essayé de les commercialiser. L'échec est énorme, hein, c'est 50% d'échec, mais ils ont essayé. Et il y a eu 4543 nouvelles compagnies qui ont été formées, justement, entre 1980, le début de cette loi, jusqu'à 2004. Et sur celle-là, bien sûr, vous voyez, le taux d'échec, c'est à peu près, c'est ça, 40%. Il y en a 2671 qui sont encore en opération, dont les plus grands ténors de la biotechnologie, Genentech, Amgen, ici en Europe, énormément de succès. Par exemple, la France, il y a 270 compagnies de biotech en France, à peu près 300 en Allemagne, et toutes sont plus ou moins calquées sur ce modèle d'utilisation en fait, de découvertes innovatrices dans des centres de recherche qui sont ensuite essaimés à l'extérieur. Je voudrais ensuite, en fin de discussion, vous dire que ce phénomène-là, ce n'est pas un phénomène qui se concentre seulement sur l'engineering comme MIT ou sur la médecine comme Hopkins, sur les vaccins comme Pasteur. C'est un phénomène en fait général. Et c'est un phénomène qu'il faut bien comprendre parce qu'il va déterminer, à mon avis, justement les politiques nationales, les politiques internationales dans les années qui viennent. C'est-à-dire c'est ce concept central du cluster d'innovation, l'essaim d'innovation. Et c'est clair que l'innovation n'arrive pas de manière distribuée. Alors il y a beaucoup de gens maintenant qui vous disent « Ah, mais le monde est virtuel. On peut travailler avec quelqu'un en Inde, quelqu'un en Chine, quelqu'un... » Il y a cette idée-là qui se répand de ces communautés virtuelles. Et ces communautés virtuelles, à mon avis, c'est mon avis, marchent très bien dans ce que j'appelle la phase post-créatrice.
C'est-à-dire une fois qu'on a créé un produit et qu'on veut le diffuser, comme je vous avais montré dans mes comparaisons internationales, vous avez vu qu'une fois que l'industrie électronique s'était très bien développée, il n'y avait aucun problème pour le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, d'exporter ces technologies-là en Chine, de faire produire en Chine, ensuite de réexporter. Vous vous souvenez du cercle. Par contre, au moment de la création, ça ne pouvait pas se faire de manière distribuée. On ne pouvait pas appeler quelqu'un au téléphone, faire une téléconférence avec un scientifique en Inde, non. Donc cette notion de monde virtuel de l'innovation où on est tous distribués, ça marche, mais ça ne marche pas tellement au début, au moment de la genèse. Et on se rend compte en fait que si vous regardez beaucoup d'histoires de création innovatrice, vous voyez beaucoup de dessins. Par exemple, la chimie, toute la pharmacie est venue des pôles de teinturiers, la chimie des teintures, la chimie des colorants, Lyon, Basel, ici en Europe. C'est là que en fait, les grandes industries chimiques, les grandes industries pharmaceutiques se sont créées, parce que c'était là que la connaissance chimique existait, pour un besoin différent, mais qui s'est transformé en industrie pharmaceutique. Vous allez au Minnesota, il y a une avenue du Minnesota qu'on appelle Device Alley. Device, c'est instruments médicaux, tous les pacemakers, tous les stents, toutes les prothèses pratiquement, sont faites dans cette Device Alley en Minnesota. C'est 15 km. Sur 15 km, vous pouvez aller là-bas faire, si vous avez une idée, c'est-à-dire si vous avez une idée demain pour faire un instrument médical, ne perdez pas votre temps, prenez l'avion, vous allez là-bas, en 3 jours, vous aurez tous les experts nécessaires, toutes les compagnies de prototypes, tous ceux qui sont spécialisés dans les métaux, pour pouvoir le faire. Il y a un cluster comme ça en Suisse. Et en Suisse, c'est intéressant, c'est parce que ça a été créé autour des prothèses orthopédiques et des cathéters d'angioplastie. Et tout d'un coup, un truc extraordinaire qui s'est créé, donc une communauté, si vous voulez, une masse critique qui s'est créée autour de ça. Vous connaissez l'automobile. Ça ne s'est pas créé n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Ça s'est créé autour de Detroit avec Ford, General Motors et Turin. Et vous allez en Italie maintenant, la grande peur de l'Italie, c'est la perte justement de tout ce know-how, ce savoir-faire qui s'était accumulé au cours des années avec les machines de précision, où on fait justement du manufacturing de haute qualité à Turin en Italie. L'Allemagne est connue pour avoir plusieurs centres justement d'engineering dans la mécanique. Et même dans une industrie aussi simple, qui n'a pas besoin de prix Nobel, mais qui est quand même appréciée, le vin. Quand on voit par exemple la montée de la Californie du point de vue vin, c'est parce qu'il y a eu justement création d'un cluster. Comme en France, vous allez dans les régions à Bordeaux, Bourgogne, je ne connais pas très bien, mais je peux vous dire en Californie, c'est extraordinaire. Vous avez une université, l'université Davis, qui a créé un institut d'œnologie dans les années 60, qui a pratiquement formé tous les spécialistes du vin de la région et qui s'est retrouvé avec toute une industrie dans la région californienne. Bon, il y avait bien sûr les éléments climatiques, mais il y a aussi, derrière ça, ce n'est pas la seule région au monde où on peut faire du vin. Et vous voyez donc la qualité. Donc, le concept de concentration de tous les éléments critiques dans une région pour accomplir l'intégration complexe pour l'innovation, c'est l'élément essentiel qui doit être supporté, donc, que ce soit par les États, que ce soit par le système financier, que ce soit par le système politique, sans comprendre que tous les éléments critiques sont nécessaires, comme je vous avais essayé de le décrire. C'est très difficile, à mon avis, de réaliser une création, d'encourager une créativité innovatrice forte. Et donc, ça a des implications, ce que je dis. Alors maintenant, par exemple, la théorie nouvelle des technopoles, c'est ne pas faire des technopoles juste parce qu'on a 3 compagnies et 2 chats start-up et puis une conférence de presse. Il faut avoir une institution au milieu qui soit une institution de recherche et d'éducation. Donc tous les grands technopoles nouveaux, il y a toujours un institut associé aux technopoles. Ce sont les technopoles qui commencent à marcher, où justement, alors l'exemple que je peux vous donner, c'est la Floride. Alors la Floride, avec son gouverneur qui a mis un groupe de
de consultants à créer un environnement où justement ils amènent, par exemple, Max Planck. Je vous ai parlé de la société Max Planck. Elle a été invitée pour faire partie justement de ce technopole en Floride. Donc ils ont un institut Max Planck qui s'est créé là-bas. Ils ont recruté la Scripps, une institution de la côte ouest qui est à San Diego. Ils l'ont mise là-bas. Ils ont dit que tant qu'on n'a pas une institution de recherche, d'éducation qui peut attirer et sélectionner le capital humain, on ne fera pas d'investissement technique. Donc ils ont renversé la polarité. On choisit les gens, ensuite on construit autour. Plutôt que de dire on choisit les buildings, et puis après on va chercher les gens pour les remplir. C'est un truc très important. Et donc cet environnement qui supporte financier, légal, culturel, et bien sûr, au centre de tout ça, c'est mon avis, des institutions clés de recherche qui enrichissent le mix avec cette notion d'attirer les meilleurs, professeurs et étudiants, mais surtout cette notion de non-séparation des missions de connaissances, l'approfondissement des connaissances, l'éducation, donc l'échange avec les générations nouvelles, et la pratique, la mise en pratique de ces connaissances. Le triptyque est toujours là quand on voit les institutions où il y a vraiment une transformation en innovation réelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres manières d'avancer les connaissances. Il y a d'autres institutions qui n'ont aucun but de transformation innovatrice, qui réussissent très bien à avancer les connaissances. C'est-à-dire, je ne veux pas envoyer le message que c'est la seule solution. Mais si on parle d'innovation technologique, c'est la solution essentielle. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui et surtout ouvrir le débat sur cette question assez compliquée quand même. Merci.